et la CEDEAO. La transition doit se terminer le 31 décembre 2024. Cependant, le Premier ministre de la transition a déjà annoncé, il y a quelques mois, que ce calendrier ne serait pas respecté, qu'il y aurait un glissement vers 2025. Est-ce que, selon vous, cela veut dire que la junte ne veut pas partir, qu'elle veut rester au pouvoir? Pour le moment, elle assume ce report, cette violation d'un engagement pris devant le peuple de Guinée, devant la CEDEAO et toute la communauté internationale. Et malheureusement, les Guinéens sont très déçus de cette décision assumée de ne pas respecter cet engagement de restituer le pouvoir aux civils à l'issue d'élections inclusives et transparentes. Donc il y a une protestation des partis politiques, des coalitions des partis politiques, des forces vives de Guinée qui n'acceptent pas cette décision et qui sont déterminés à exiger le respect de cet engagement. Alors, le Premier ministre a évoqué 2025, mais d'après vous, est-ce que ça veut dire que finalement ce sera sine die, qu'il n'y aura pas d'élection, que la junte maintenant cherche à gagner du temps et peut-être faire comme au Mali, où récemment on a annoncé que la transition allait durer de 3 à 5 ans et le Burkina Faso, pour prendre un autre exemple, semble suivre le même chemin? Ni le général Doumbouya, puisque c'est maintenant un général, ni le Premier ministre n'ont donné l'assurance que les élections auront lieu en 2025. Cependant, tous ont dit qu'elles n'auront pas lieu en 2024. On n'a pas du tout d'engagement ferme de leur part que les élections auraient lieu même en 2025. Ils ont dit simplement que le référendum pour la Constitution aura lieu en 2024. Donc, Quelle est votre conviction profonde? D'après vous, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi? Pour moi, j'ai toujours pensé, depuis un certain temps, qu'ils veulent rester aussi longtemps qu'au pouvoir et, si possible, le garder. Alors que le général avait dit que ni lui-même, ni les membres du CNRD, et moins encore les membres du gouvernement ne seraient candidats à ces élections, mais le risque qu'ils veuillent conserver ce pouvoir, à mes yeux, existe aujourd'hui. Alors, en effet, il faut deux choses. Il faut que la transition soit prolongée et il faut aussi, et là encore, je reprends l'exemple du Mali, suite à un dialogue intermalien, Assimi Goïta peut désormais se présenter à l'élection. Est-ce que vous vous attendez au même scénario en Guinée, à savoir que Mamadi Doumbouya, finalement, pourra et voudra se présenter à une élection qui aura lieu à une date encore inconnue? Pour l'instant, on s'en tient à sa déclaration, à son serment, puisqu'il a dit que lui-même, ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNT, et moins encore les membres du gouvernement ne seront candidats aux élections. Jusqu'à présent, il n'y a pas de contestation, de reniement de cet engagement. Cependant, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent selon lesquelles il a envie de rester lorsqu'on voit le culte de personnalité qui est là et tout ce qui se passe, le lancement de chantiers, l'ouverture de nouveaux chantiers, tout cela font qu'il y a beaucoup de Guinéens qui pensent qu'il a l'intention de revenir sur son serment. Mais pour le moment, nous nous en tenons à sa déclaration, à ce serment de ne pas se présenter. Alors, si le 31 décembre 2024, la transition ne se termine pas, alors vous avez parlé d'un référendum éventuel dans ces dates-là sur la Constitution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous, l'opposition, qu'est-ce que la société civile va faire si le 1er janvier 2025... Écoutez, il y a une déclaration qui a scellé la naissance de l'Union sacrée, une réunion de plusieurs partis politiques, plusieurs coalitions de partis politiques, plusieurs organisations de la société civile qui ont décidé de mettre ensemble leurs forces et leur énergie pour contraindre la junte à organiser ces élections avant le 31 décembre. Et à utiliser tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, pour contraindre la junte à respecter ses engagements. Et en cas de refus avéré, naturellement, on demandera le départ de la junte et son remplacement par une transition civile. Et vous pensez que c'est réaliste? Et écoutez, c'est réaliste lorsqu'on se bat pour la démocratie et les libertés. Et évidemment, il faut y mettre les moyens. Et les moyens, c'est cet engagement, cette détermination de la population guinéenne, du peuple de Guinée, à travers les partis politiques, les organisations de la société civile.
Les partisans de la junte vous accusent déjà de vouloir semer le chaos et la violence dans le pays en appelant à des manifestations, à des rassemblements. Écoutez, c'est un droit des citoyens de manifester dans les rues et sur les places publiques. C'est dans la charte de la transition où l'ensemble des libertés individuelles et collectives a été protégé, même dans la charte. Et il y a les engagements internationaux de la République de Guinée. Nous avons le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques pour exprimer notre mécontentement le cas échéant et pour exiger la satisfaction de revendications légitimes comme celle de respecter les serments et les engagements pris par la junte. Quelle est l'attitude, selon vous, de la communauté internationale ? On a parlé des putschs dans le Sahel qui ont été condamnés, il y a eu des sanctions, il y a eu des mises à l'écart. Est-ce que vous avez l'impression que la Guinée a un traitement différent, voire un traitement de faveur de la part des pays occidentaux, à commencer par la France ? Écoutez, je pense que l'Occident, on note qu'il est moins porté aujourd'hui vers la promotion et la défense des valeurs de démocratie et de liberté que par les guerres d'influence et les intérêts économiques nationaux. Ça, il faut le dire. Pendant longtemps, un coup d'État était condamné, la coopération économique était réduite à son minimum lorsqu'elle n'était pas suspendue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous pensons que même les violations flagrantes des droits de l'homme, on a eu une cinquantaine de jeunes qui ont été abattus à bout portant dans les rues, alors que ceux-ci manifestaient pour certains pour le délestage électrique et d'autres pour exiger justement le respect des dispositions de la charte. Mais on n'a pas senti des condamnations ou les exigences de justice auxquelles on était habitué pendant il y a quelques années. Donc on considère que l'Occident ménage la junte, cette junte-là, pour des raisons qu'on n'arrive pas à expliquer. Et non pas la junte en tant que telle, mais l'Occident condamne moins les mauvaises pratiques qu'elle a toujours condamnées dans ses attitudes avec les pays africains. Alors, pour parler de la France a donc repris sa coopération économique, sa coopération militaire également avec la junte. On voit quand même le contraste avec ce qui se passe vis-à-vis du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Oui. On a l'impression que la France, il y a des bons putschistes et des mauvais putschistes. On voit que le président du Gabon a été reçu il y a quelques jours à l'Élysée par le président Macron. Peut-être qu'il y a aussi un traitement de faveur vis-à-vis du général Doumbouya. Sans doute. En tout cas, on ne sent pas un attachement comme ce fut par le passé de la France au respect de certaines valeurs qui lui ont été très chères, les droits humains, les libertés fondamentales. Aujourd'hui, la presse est complètement muselée. On a assisté récemment, il y a une semaine, au retrait des agréments des principales radios et télévisions du pays par la junte, sous prétexte qu'il y a un risque sur la sécurité nationale. On avait assisté à la coupure d'Internet, au retrait de ces radios-là, de bouquets de diffusion de force, sous prétexte que l'intégrité du territoire était menacée, l'unité de la nation est menacée, alors qu'il s'agit juste de faire taire les voix dissonantes qui étaient très critiques pour la gouvernance de la junte et qui dénonçait la corruption et l'enrichissement effréné des dirigeants du pays actuellement. La Guinée est une dictature aujourd'hui ? Absolument, elle n'est pas très loin d'une dictature. Elle est une dictature, la liberté de presse est malmenée. La corruption est une réalité que tout le monde vit et les libertés fondamentales ne sont plus respectées. Et la junte avait brandi la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption pour mettre en place une juridiction d'exception. Mais en réalité, on se rend compte que cette juridiction, aujourd'hui, poursuit les leaders politiques. C'est un instrument d'épuration politique et de chasse aux sorcières, sans que vraiment des éléments vraiment pertinents ne soient effectivement opposés à ces leaders politiques. Alors, la CEDEAO avait donc passé un accord avec la junte. Depuis fin février, elle a levé les sanctions contre la Guinée. Visiblement, cet accord ne va pas être respecté. Est-ce que vous regrettez
la stratégie de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée? Oui, écoutez, ce que j'ai dit pour la communauté internationale et pour la France, la CEDEAO aussi, la OCDE a ses faiblesses. La CEDEAO, non seulement, contrairement à sa charte, l'accord additionnel sur la démocratie et la gouvernance, un régime putschiste ne peut pas être accepté, doit être suspendu de l'organisation. Et aujourd'hui, tous les 4 jeunes qui sont en Afrique de l'Ouest sont redevenus des membres à part entière de notre organisation, ce qui est contraire à la charte. Donc la CEDEAO a trahi la démocratie en Afrique de l'Ouest? Bon, évidemment, c'est évident que ce n'est pas la même rigueur qu'on a connue. On n'acceptait pas qu'un militaire dirige un pays, membre de la CEDEAO. Et aujourd'hui, il y a au moins 4 militaires qui dirigent des pays et qui sont redevenus membres à part entière de l'organisation, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui n'est pas dans les traditions et ce qui est contraire aux chartes de la CEDEAO. Dernière question rapidement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu à Conakry ces derniers jours pour rencontrer les plus hautes autorités, dont le général, pour renforcer les liens bilatéraux. Alors dans les autres pays du Sahel, on a vu les Russes arriver, que ce soit de façon officielle ou à travers des mercenaires. Est-ce que vous avez l'impression, même si le contexte sécuritaire est totalement différent en Guinée, qu'on est en train de voir les Russes arriver en Guinée, ou est-ce que c'est une façon pour la junte de jouer un jeu diplomatique? Écoutez, l'Union soviétique était présente en Guinée depuis longtemps. On a une